Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle inespérée. Oui, Canon a ouvert sa monture RF à Sigma. Je me pince, hein? Non, non, c'est ça, c'est pas un rêve. Depuis le temps qu'on attendait cette nouvelle qui devenait plus que hypothétique, on va dire, c'est génial, évidemment, hein. Alors maintenant, il faut voir ce que ça donne vraiment. Quels objectifs sont concernés, quel va être l'avenir, voilà. Mais c'est un grand pas, hein, évidemment, dans le monde petit microcosme des hybrides photo-vidéo. C'est un grand pas. Alors, regardons tout ça en détail. Donc, je pense que vous l'avez bien vu comme moi, hein. Pour l'instant, Canon n'ouvre que j'allais dire sa monture APS-C. Non, c'est pas une monture APS-C. La monture RF, elle est à la fois faite pour le plein format et l'APS-C, mais au niveau des focales, là, ils se sont concentrés uniquement sur les focales APS-C, hein, c'est-à-dire l'équivalent des objectifs Canon RFS. Voilà, et pas pour l'instant sur les optiques RF de base qui sont les optiques plein format. Alors, on va en discuter bien sûr. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Moi, à mon avis, oui. C'est-à-dire que si Canon avait développé une gamme d'objectifs APS-C suffisant depuis qu'il a sorti le R7, le R10, le R50 et le R100, on pourrait se dire, bon, pourquoi ils commencent par la PSC, Sigma, enfin Canon, pourquoi ils autorisent Sigma que sur la PSC pour l'instant et pas sur le plein format? Voilà, si c'était ça la situation, on pourrait légitimement se poser la question. Là, on ne se la pose pas parce que, écoutez, sur ma chaîne, j'ai fait, je crois, il y a à peu près un an, hein, une vidéo qui s'intitule Canon et la PSC, où je déplorais clairement le manque d'objectifs APS-C de la monture RF, alors que Canon faisait un gros effort en sortant le R7 et le R10, notamment, hein, des boîtiers APS-C performants et très intéressants. Alors, un an plus tard, on en est où? On en est où? Canon a sorti quand même, et c'était une urgence absolue, hein, un grand angle quand même. Donc il s'agit d'un 10-18 qui doit être, je pense, de mémoire, un 4, 5, 6 ou même 6-3, je ne sais plus exactement. C'est-à-dire un zoom grand angle qui équivaut à un 16, 30 à peu près, hein. Et donc qui manquait clairement parce que le zoom le plus large qu'il y avait commençait à 18 mm et 18 mm. On va en reparler justement avec les objectifs Sigma ou voire même Tamron, si j'ai oublié de dire, il a ouvert aussi à Tamron pour l'instant pour un seul objectif. Mais voilà, 18 mm ça équivaut à 29 mm full frame chez Canon. Donc on avait vraiment zéro solution en grand angle quand on pense par exemple à un R50 ou même un R100 qui va être prioritairement, je pense, acheté par certains créateurs de contenu. Ils ont besoin d'un grand angle pour filmer, les créateurs de contenu, évidemment. Alors, du coup, on a eu ça et c'est tout en objectif APS-C. Canon a beaucoup compté sur le fait que certains objectifs full frame vont bien sur la monture APS-C. Alors c'est vrai uniquement pour certaines focales fixes, hein, pas pour les zooms, hein. La focale est tellement décalée que ça n'a vraiment plus beaucoup d'intérêt de payer le prix et le poids en plus d'un zoom full frame pour mettre sur APS-C, excepté évidemment en longue focale, où moi le premier avec mon Canon R7, je suis super heureux de pouvoir mettre le 100-400 qui, c'est ma vidéo précédente, hein, mais qui est un objectif full frame à la base, malgré son gabarit qui le fait ressembler plutôt à un objectif APS-C. Voilà. Mais voilà, il y a certaines focales fixes, le 16 mm 2.8, le 24 1.8, évidemment le 50 1.8, hein, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo précédente, qui sont adaptés, c'est vrai, hein, sur un APS-C Canon. Mais voilà, c'est tout. Il manquait mais cruellement un zoom standard, hein, comme on dit, de focale trans-standard, à grande ouverture. Parce qu'on a ce fameux 10-18 qui lui est plus côté grand angle, et ensuite le 18-150, alors qu'il y a un bon objectif polyvalent, hein, je ne dis pas le contraire, le 18-150, mais avec des ouvertures faibles.
et un début de grand angle à 29 mm équivalent plein format. Et surtout plus d'ouverture, hein, tout simplement. Eh bien, c'est ce qui se passe très clairement avec l'apport de Sigma, parce que Sigma amène deux zooms qui sont absolument des références hein, dans le monde de la PSC. On a le 1850 d'abord, qui est une pure merveille au niveau rapport prix, qualité-prix encombrement. Hein. Il coche toutes les cases là qu'on attend dans la PSC, hein, quelque part. Et donc, ce 1850, il va aller comme un gant à un R7, un R50, un R10, même un R100, hein, parce que c'est l'équivalent donc du coup d'un 29-80 hein, chez Canon. Oui, parce que j'ai oublié. On va parler quand même rapidement là de la conversion de focale. Chez Canon, c'est 1.6 en APS-C, alors que chez les autres acteurs du marché en APS-C, c'est 1.5. Donc forcément, ça décale un peu les focales. Et donc là, 18-50, ça fait à peu près 29-80. Donc c'est bien. Sauf qu'en grand angle, vous voyez, hein, 29. Alors moi, je vous le dis, je l'ai eu, hein, ce 18-50. Avec mes boîtiers Fuji, j'ai adoré cet objectif que j'emmenais partout pour sa qualité et sa compacité. N'empêche que des fois, j'étais quand même un peu bloqué en grand angle parce que même si sur un Fuji, c'est un 27 mm équivalent et pas un 29, ça fait une différence. Hein. 27, c'est pas non plus 24. Hein. Et je vois bien qu'aujourd'hui, j'ai sur mon Canon R6 II, j'ai le 24-105 f4. Et alors, ça n'a rien à voir hein, en termes d'encombrement avec le 18-50, hein, ça c'est sûr. Et en poids, en revanche, vraiment la polyvalence, elle est exacerbée. C'est-à-dire que là, j'ai bien du 24 mm qui me manquait quand même clairement, et à l'autre bout, j'ai du 105. Rappelons que le f4 sur le plein format, ça équivaut totalement au f2.8 en APS-C. Donc voilà, c'est un peu la limite de cet objectif de Sigma 1850 f2.8, mais ça reste un super objectif, surtout vu son prix. Alors on verra quand même à quel prix il sort en monture RF. Hein, voilà. Ensuite, en complément, je pense qu'il faut avoir le 10-18 aussi, f2.8 hein, de Sigma, parce que justement, on n'est quand même pas à assez grand angle là, surtout on ne sera pas hein, à assez grand angle sur un Canon RF avec ce 18-50. Donc, voilà, il faut avoir le 10-18 en complément. Alors, le 10-18, il rentre en concurrence avec le 10-18 de Canon, hein, forcément, et c'est une question d'ouverture. Hein. Il y en a un qui est à 2.8 constant et l'autre qui est beaucoup moins ouvert. Après, il y en a un, c'est un Canon et il est stabilisé, et l'autre, c'est pas un Canon. On verra bien aussi si Canon, à l'instar de Sony, s'amuse à mettre des limitations sur les objectifs tiers, parce que maintenant, cette question, elle va se poser, forcément. Alors, vous voyez, sur les boîtiers Sony, par exemple, la question se pose, mais elle ne se pose que sur des boîtiers à 7000 €, hein, je ne vais pas dire de bêtises, ouais, c'est ça. L'Alpha One et l'A9 III, là, qui vient de sortir. Ah oui, il se posait sur l'A9 II aussi, boîtier à plus de 5000 €. Bon, bref, voilà. Ça se pose parce que là, Sony limite, bride, mais vraiment beaucoup, la rafale par rapport à ses objectifs. Sur les autres objectifs de la gamme, ceux qui sont, par exemple, équivalents à un R6 II, on pense à un Sony A7 IV, ou même à un Canon R5, hein, on pense à un Sony A7 R5, en APS-C, un Canon R7 pour avoir à peu près une équivalence avec le A6700. Eh bien, si Canon s'amusait à faire les mêmes limitations que Sony, là où ça n'impacte rien du tout chez Sony, tellement la rafale est nulle en électronique, là chez Canon, par contre, où tous ces boîtiers que je viens de citer, R7, R6 II notamment, mais on peut en citer d'autres, même le R10, hein, le R8 aussi en passant, ont des rafales qui sont entre 25 et 40 images par seconde. Si Canon s'amusait à les brider à 15 images par seconde pour les objectifs tiers comme le fait Sony, là, ça serait, je pense, un petit problème. Alors, on verra bien. J'espère que non, parce que finalement, chez Sony, ça n'a pas trop d'impact dans le monde amateur, puisque
tant que Sony ne se décide pas à améliorer son obturation électronique, hein, évidemment. Mais chez Canon, ça risquerait de poser problème. Notez bien que Fuji, par exemple, qui, par exemple, sur son X-H2S, monte à 40 images par seconde, hein, mais même un XS20 d'ailleurs, hein, ou un XH2, voire même un XT5, même si le buffer est ridicule, il monte quand même à au moins 20 images par seconde. Donc moi j'ai eu le XH2S et des objectifs Sigma, aucun bridage, d'accord? Donc on verra bien avec Canon ce qu'il nous fait. Donc voilà pour ces deux vraiment objectifs qui pour moi vont être des objectifs, je pense, essentiels et qui vont développer, bon, on va le dire comme ça, hein, la vente de boîtiers APS-C Canon, évidemment. Les autres objectifs, c'est les focales fixes, le quatuor de focales fixes Sigma, j'allais dire l'excellent quatuor de focales fixes Sigma ouverte à 1.4. Ça va du 16 1.4 jusqu'au 56 1.4 en passant par le 30 1.4 et le 23 1.4. Autant dire qu'on a le choix. Et là, ce n'est pas des optiques plein format qui sont plutôt à 1.8 ou 2.8 qu'on vient mettre sur de l'APS-C. C'est du vrai APS-C natif ouvert à 1.4. Équivalent, rappelons-le, pour tout ce qui est montée ISO et flou d'arrière-plan à du F2 du plein format. Donc c'est une super nouvelle. Ces objectifs coûtent tous entre 350, on va dire, 300 je crois pour le 31.4 et 500 € maxi, ça doit être le 23 1.4 de mémoire. Voilà. Donc ça reste des budgets entre guillemets, hein, somme toute abordables. Et c'est aussi une super nouvelle, hein, parce que là, on va avoir des solutions pour faire des vrais flous d'arrière-plan en APS-C hein, chez Canon avec ça, qu'on n'avait pas jusque-là. Voilà, donc, hein, on s'en doute, c'est une super nouvelle, ça va de soi. Alors, où est-ce qu'on peut un peu quand même tiquer, entre guillemets, hein, attention, hein, ça va peut-être gêner certains utilisateurs et d'autres pas du tout. C'est l'absence de stabilisation complète de ces objectifs. Hein. Alors, les utilisateurs Sony ou Fuji, par exemple, sont habitués parce que ils ont l'habitude de monter ces objectifs hein, sur leur boîtier. Leurs boîtiers, en général, sont stabilisés. Hein. Les boîtiers modernes, on va dire, de Fuji et Sony sont stabilisés. Mais d'ailleurs, que ce soit Fuji ou Sony, c'est quand même pas la meilleure stabilisation du marché dans le boîtier, hein, je veux dire. Et quand c'est couplé à l'absence de stabilisation de l'objectif, ça ne permet pas quand même des miracles. Hein. Ça peut faire des choses quand même sympas, on va dire. En photo notamment, ça permet de descendre quand même pas mal la vitesse d'obturation, pour peu que vous n'ayez pas un sujet qui bouge, hein, ça va de soi. Et en vidéo, vraiment sur des plans très courts, ça permet de ne pas trembler de partout. Par contre, face à une stabilisation déjà plus efficace du boîtier, comme un Canon notamment, ou alors voire un Panasonic, hein, mais surtout quand vous y associez la double stabilisation, quand vous avez aussi des objectifs stabilisés, ça fait quand même une grosse différence. Et là, on va aller carrément à l'autre extrême, c'est-à-dire que si vous montez ces nouveaux objectifs Sigma sur un R10, un R50 ou un R100, vous avez zéro stabilisation. Et là, c'est à vous de voir hein, si c'est un problème ou pas, mais il faut quand même bien en être conscient. Alors oui, on a quand même sur ces boîtiers de la stabilisation numérique qui est réservée à la vidéo d'ailleurs, et qui ne fait pas non plus des miracles dans le sens où elle croppe quand même pas mal dans l'image, hein, même si elle est efficace. Et puis, elle est encore plus efficace quand elle est couplée aux stabilisations boîtier et objectif également. Voilà. Donc ça sera une limitation qu'il faudra avoir en tête avec ces objectifs. Même si pour ce qui est de la stabilisation en photo, on va dire, comme ils ont une ouverture quand même largement plus grande que les Canon, bon, ça compensera peut-être plus ou moins, hein, ça faudra faire des tests poussés pour le savoir. Mais voilà, hein, c'est la stabilisation, ça sera un petit truc quand même différent par rapport aux objectifs Canon.
Alors, pas les focales fixes, c'est sûr, encore qu'il y en a qui sont stabilisés quand même. Alors, moi, par exemple, j'ai le 51.8, lui, il n'est pas stabilisé. Par contre, tous les zooms sont stabilisés. Hein. Moi, je vois mon zoom, par exemple, justement, tiens, parlons grand angle. Le 15-30 que j'ai pour le plein format, là, pour le coup, il est stabilisé. Alors, ce n'est pas un objectif très cher, hein, il ne fait pas partie du tout de la gamelle de Canon. N'empêche que la double stabilisation, avec que ce soit monté sur le R6.2 ou sur le R7, fait quand même des sacrés miracles, et notamment en vidéo. Hein. Voilà. Le 24-105 que j'ai aussi est stabilisé, bien sûr. Le 100-400, ça va sans dire, évidemment. Après, vous avez d'autres focales fixes aussi qui sont stabilisées chez Canon. Donc ça fera quand même une différence hein, avec ces objectifs Sigma, c'est sûr. Enfin, on va parler pour terminer pour l'instant, puisqu'on verra bien la suite, du Tamron 1120 f2.8 aussi, hein, puisque voilà, Canon a annoncé en commun avec Tamron que ce zoom ultra grand angle serait donc bien disponible en monture RF. Alors là, je suis un peu plus circonspect parce que si vous voulez, moi je l'avais à un moment ce 11-20 sur mes Fuji avant que Sigma ne sorte le 10-18. Alors pourquoi c'est mieux le 10-18 que le 11-20? Déjà sur un Fuji, hein, ou un Sony d'ailleurs, parce que 10 mm ça équivaut à 15 mm sur un Fuji ou un Sony. Alors que 11, c'est un 16,5. Donc, je vous rappelle qu'à ces focales-là, tout millimètre d'écart fait une différence significative dans le cadrage. Alors, vu que chez Canon, la conversion c'est x1,6, là, ça rend ce Tamron encore moins intéressant, je dirais, parce que déjà, le 10-18 de Sigma va devenir en grand angle un 16 mm et non un 15, hein, comme j'ai déjà dit. En revanche, sur le 11 mm sur un Canon, bah là, vous êtes pratiquement à 18 là, vous n'êtes plus du tout à un équivalent, vous êtes très loin d'un 15 mm là, hein, pour le coup. Donc, je suis un peu plus circonspect sur ce Tamron, surtout qu'il n'est pas moins cher que le Sigma, il est plus gros et sensiblement et plus lourd que le Sigma. Ouais, il n'apporte pas grand-chose en plus, voire rien du tout en plus. Voilà. Écoutez, ça sera tout. J'espère qu'on se reverra rapidement pour d'autres ouvertures dans la monture RF et notamment dans le plein format. Alors là, je pense quand même que raisonnablement, il faudra attendre 2025. On verra bien. Et puis, j'espère aussi qu'on va se donner rendez-vous assez rapidement pour des sorties de boîtiers. Je pense quand même que là, ça arrive hein, que ce soit Canon avec le R5 Mark II, peut-être voir même le R1, peut-être Panasonic aussi. Sony à un moment va sûrement sortir aussi des choses cette année 2024, donc j'espère qu'on va pouvoir vite se donner rendez-vous. En tout cas, là c'est sûr, c'est ma première vidéo de 2024 sur une actualité, ce n'est pas une sortie, mais une actualité absolument majeure et je suis super content de la partager avec vous. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir, à bientôt.